Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette conférence pour HEC Montréal, la série universitaire. Mon nom est Nicolas Béliveau, je serai votre animateur ce soir. Et tout d'abord, désolé, je me suis pas fait battre, j'ai une petite infection à l'œil, donc j'espère que ça va pas trop vous déranger. Bref, on est vraiment content de vous avoir ici avec nous ce soir pour cette première conférence universitaire de l'année avec HEC. On aurait bien aimé vous recevoir en personne, mais on va faire ça en ligne et je vous promets, vous allez passer une belle soirée avec nous. Tout d'abord, pour que ce soit un peu interactif, je vous invite juste d'écrire dans le chat à droite de votre écran. Dites qui vous êtes et d'où vous écoutez ce soir. Ce serait agréable de voir. Et au fil de la soirée, on vous invite de poser vos questions aussi aux panélistes. Le plus de questions, le mieux, et on va les répondre au fur et à mesure qu'ils rentrent. Donc, cette soirée ne serait pas possible sans l'aide de deux comités fantastiques d'HEC Montréal, soit le comité ATI et le comité Finance. Donc, avant de commencer ma présentation, j'aimerais accueillir la présidente du comité API et le VP Com du comité Finance. Donc, on va les inviter à l'écran à l'instant. Bonsoir Céline. Bonsoir Daniel. Bonjour. Bonsoir. Vous allez bien? Super, et toi? Oui, super. Merci encore de nous permettre de faire cet événement. C'est un plaisir de collaborer avec vous. Pour commencer, peut-être, je vais vous laisser vous introduire et introduire vos comités aussi. Super. Bonsoir tout le monde. Daniel Ostromov, VP Communication du comité Finance. C'est un plaisir et un honneur d'être avec vous tous ce soir. Donc, rapidement, c'est quoi le comité Finance? Ben, c'est assez simple. Notre mission, c'est de faire découvrir à tous les étudiants de HEC. Donc, on essaie de vous offrir une porte d'entrée dans ce milieu. Comment on fait ça? Avec plein d'activités et d'événements organisés qui se divisent vraiment en trois pôles principaux. Le premier, c'est des soirées de réseautage avec des professionnels. On va venir vous aider à trouver que ce soit un emploi ou un stage. Ensuite, on a un deuxième pôle où, avec l'objectif des conférences, on va toucher à quelques sujets clés avec des personnes, des professionnels du milieu. Et donc, comme l'événement d'aujourd'hui, on va toucher un sujet avec des professionnels pour vraiment donner une idée plus particulière d'un domaine de la finance. Et finalement, le troisième pôle, c'est tout simplement le développement de carrière. Donc, on a des activités de formation, de simulation et plein d'autres. Donc, si vous voulez vraiment participer à tout ça, n'oubliez pas de nous suivre sur notre page Facebook et aussi LinkedIn pour rester à l'affût de toutes les informations. Céline, c'est à toi. Oui, bonjour tout le monde, moi c'est Céline, je suis la présidente de l'Association des technologies de l'information au HEC. Je voudrais remercier les présentateurs pour être là aujourd'hui. Donc l'Association des technologies de l'information, elle a pour rôle de faire découvrir la TI aux étudiants qui ne sont pas encore forcément spécialisés et d'impliquer ceux qui ont choisi d'en faire leur carrière. Donc c'est vraiment ouvert à tout le monde. On essaye vraiment de faire le lien entre les entreprises et les étudiants à travers des cocktails de réseautage, des ateliers de formation, des conférences. D'ailleurs, le 17 novembre, on va avoir un cocktail de réseautage avec plus de 8 entreprises. Donc, on espère vous voir nombreux. N'oubliez pas de suivre notre page Facebook ou notre page Instagram. Et merci beaucoup d'être là. Merci Céline, merci Daniel. Et on va maintenant continuer la présentation. Le panel devrait commencer dans 5 minutes, mais ouais, c'est un plaisir de collaborer avec vous et merci à tout le monde qui suit le comité AT et le comité finance. Et si vous ne suivez pas leur page Facebook, je vous invite à le faire parce que vous postez du contenu de feu. Là. Vous avez fait la promotion de cet événement comme des champions. Donc, Daniel, j'imagine c'est toi, le VPCom. Exactement. On a contribué à tout ça. OK. Bon, merci et à tantôt. Salut. Donc, on va continuer avec une petite présentation de notre organisation. Moi, je suis directeur marketing à FinTech Cadence. Donc, je ne sais pas si vous nous suivez, mais je vous invite aussi à le faire, @FinTech Cadence sur toutes les plateformes. Et je vous invite aussi de nous suivre. Et si vous voulez prendre des screenshots de cette séance ce soir, je vous invite de nous taguer aussi pour qu'on les repartage.
Donc, c'est qui FinTech Cadence? Ben, on est le centre canadien de la FinTech. Je trouve ça se dit un peu mieux en anglais, Canada's FinTech Hub. On est vraiment le joueur, on est OBNL qui regroupe vraiment tous les joueurs de l'industrie des technologies financières au Canada afin de collaborer ensemble. Notre mission, c'est de développer les futurs leaders en FinTech. Donc, toute personne qui veut s'impliquer dans l'industrie des technologies financières, soit en tant qu'entrepreneur ou en tant qu'employé dans une banque ou une autre entreprise, on est là vraiment pour les supporter et les aider à naviguer cette industrie en très forte croissance. On a 3 piliers. Un, c'est l'éducation, où est-ce qu'on fait des soirées comme celle-ci pour vous expliquer un peu c'est quoi la technologie financière, le support à travers plusieurs programmes où est-ce qu'on vient soutenir des entreprises, et aussi la collaboration, où est-ce qu'on travaille étroitement avec des institutions financières pour les aider à innover et résoudre leurs défis en innovation. On a 3 programmes phares. Le premier, c'est le certificat. D'ailleurs, ça, c'est notre prochain programme qui commence ce janvier. Les billets sont déjà en vente et je vais faire un petit spoiler alert. On va vous offrir un rabais si vous êtes intéressé par ce programme, si vous voulez apprendre davantage sur c'est quoi la FinTech, peut-être parce que vous voulez travailler dans le domaine ou peu importe. C'est un programme, c'est la 3e année qu'on offre ce certificat. Je l'ai d'ailleurs moi-même fait l'année dernière. C'est vraiment un super programme. C'est sur 7 semaines, cette session où est-ce qu'on vous introduit à tout en FinTech. On va essayer de mettre le plus possible dans cette conférence de ce soir pour vous donner un avant-goût. Mais si vous voulez vraiment développer vos compétences en technologie financière, je vous encourage fortement à le faire et vous allez bénéficier d'un rabais de 50%. Ascension, c'est un programme pour les startups qui sont déjà établies et qui veulent se développer d'autant plus. Programme de 12 semaines où est-ce qu'on les aide avec l'aide de nos mentors pour leur croissance. Ça commence en février. Et le Formaton, qui est la plus grande compétition en FinTech, si vous voulez vous lancer, vous n'avez pas encore d'entreprise en technologie financière, mais vous voulez essayer d'en créer un. C'est un peu un Hacker Fest ou un Startup Weekend, durée de 3 semaines, où est-ce qu'on vous aide à formuler votre idée et créer une entreprise. On a aussi plusieurs événements. FinTech Drinks, c'est un regroupement mensuel pour toute la communauté, pour les étudiants autant pour les professionnels. Le prochain 25 novembre, si vous êtes intéressé à vous joindre à nous, ça va être fort intéressant, gratuit et ouvert à tous. FinTech Career Fair, donc c'est une foire, un salon de l'emploi, le plus haut au Canada pour tous les emplois en FinTech. Et la série universitaire, pourquoi on est toutes et tous ici ce soir. Bon, ça fait un résumé rapide. Comme j'ai dit, assurez-vous de nous suivre sur les réseaux, surtout sur LinkedIn, @FinTech Cadence. Comme ça, vous allez pouvoir suivre toutes nos actualités, tous les programmes qui s'en viennent et tous les événements. Et si jamais vous avez des questions, si la présentation de ce soir, vous voulez en apprendre plus ou vous impliquer, écrivez-nous, ça fait grand plaisir. On est vraiment là pour ça. Alors, sans plus tarder, j'aimerais accueillir nos panélistes de ce soir. Donc, tout d'abord, la cofondatrice et CEO de Wallo, s'il vous plaît, accueillir Rim. Salut Rim, ça va? Salut Nick, ça va bien et toi? Oui, super. Tu as entendu les applaudissements dans la foule, je pense que c'est cool. Ça me manque d'avoir j'espère chez vous applaudissez parce que Rim, c'est une jeune femme inspirante avec une entreprise super cool qu'on va découvrir ce soir. Et next, on a aussi un ancien collègue à moi, s'il vous plaît, accueillir le conseiller principal blockchain et open banking chez Desjardins, Monsieur Pascal. Ça va, Pascal? Ah, Pascal, on ne t'entend pas. Je ne sais pas si tu es sur mute, mais je ne t'entends pas. Petit souci technique. Non, je ne t'entends toujours pas. Essaye de régler ça de ton bord. Pendant que tu le fais, Rim, j'aimerais commencer avec toi. Si tu peux, s'il vous plaît, t'introduire et nous parler un peu de c'est quoi Wallo? Oui, donc merci Nicolas pour l'invitation. Ça me fait plaisir d'être avec vous ce soir. Donc, Rim Sharkani, je suis la cofondatrice et CEO de Wallo.
Wallo, c'est une application mobile d'éducation financière pour les adolescents. On a créé Wallo il y a à peu près un peu moins de 2 ans maintenant, avec la mission de donner une chance à tous les enfants de commencer leur vie du bon pied d'un point de vue financier. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des grosses lacunes au niveau de l'éducation financière des Canadiens, qui avaient des répercussions par la suite sur leur vie adulte, que ce soit en termes d'endettement, en termes de manque d'épargne pour la retraite, etc. Donc, Wallo, c'est vraiment une solution qui vient combler ce gap d'éducation financière au niveau des jeunes en intervenant dans le milieu familial. C'est ça, la brève introduction de Wallo. Cool, merci. Et là, on va revenir à Pascal. Est-ce que tu as réglé ton problème? Le choix, c'est sur muet en tant que tel, Pascal. Est-ce que tu as trouvé une solution pour te joindre à nous? On t'entend toujours pas, Pascal. Peut-être essayer de débrancher ton casque ou trouver quelque chose d'autre. Malheureusement pas. OK. Pascal, je t'invite à réessayer, sinon peut-être quitter la plateforme et revenir si jamais ça marche pas. Je vais peut-être m'introduire et vous expliquer un peu de mon parcours. Donc, comme j'ai mentionné, aujourd'hui, je travaille chez FinTech Cadence. Je suis aussi ancien d'HEC. J'ai gradué en 2015 en entrepreneuriat et l'espace des technologies, ça m'a toujours intéressé. Par contre, la finance ou la FinTech, c'était jamais un monde que j'ai récemment découvert en commençant chez FinTech Cadence. Donc, n'ayez crainte si vous ne connaissez pas trop c'est quoi la FinTech. Ce soir, on espère que vous allez un peu comprendre ce monde qui est honnêtement vraiment cool. Depuis que j'ai commencé à découvrir un peu c'est quoi la FinTech et le potentiel de la technologie financière, je trouve que c'est un monde vraiment, vraiment intéressant. Toi, Rim, c'est quoi? Peux-tu nous parler un peu de ton parcours? Est-ce que déjà, quand tu étais au primaire, tu comme je veux être entrepreneur en FinTech ou comment tu as découvert c'est quoi la FinTech? Quand j'étais primaire, je voulais être entrepreneur, mais pas spécialement FinTech. OK. Donc, moi, en fait, j'ai commencé après avoir gradué de mon MBA, j'ai commencé ma carrière en consultation, en service conseil, en stratégie chez KPMG. Et par le hasard des choses, je me suis beaucoup spécialisée en services financiers. Donc, j'ai travaillé beaucoup pour les institutions financières, banques, wealth management, pension fund managers, etc. Et plus particulièrement, j'ai toujours été friande de nouvelles technologies. Je suis toujours assez connectée. Puis même que j'avais des petits side hustles de business online, etc. Donc, la technologie a toujours été présente. Puis même dans mon travail en conseil, j'ai passé 1 an en Australie chez KPMG à faire du conseil vraiment en numérique dans les institutions financières. Donc, je travaillais dans le Innovation Lab à l'époque, à KPMG en Australie, où on a designé, par exemple, un des premiers robo-advisors en Australie à l'époque. Donc, je savais pas ça, c'est cool. Ouais, donc ça a été un peu par le hasard des choses, mais en même temps, le projet, l'idée de Wallo en soi, ça vient également d'un problème personnel que moi-même j'ai vécu puis que j'ai voulu résoudre, parce que moi-même étant plus jeune, j'ai pas eu d'éducation financière à proprement parler, puis j'ai, comme beaucoup de gens, j'ai dû apprendre en faisant des erreurs, j'ai dû apprendre à la dure, puis étant donné que c'était un problème qui m'a touchée et qui était important pour moi, j'ai voulu apporter ma pierre à l'édifice, puis créer quelque chose qui s'attaque à ce problème-là. Puis c'est un peu, disons, à la croisée des chemins à la fois de mes ambitions entrepreneuriales, de mes valeurs et de mes intérêts, disons, de mon expérience professionnelle, si on veut, en finance, en services financiers et en technologie, que c'est arrivé
à Wallo. OK, très cool. Peut-être pour set the stage pour la conférence, parce que la technologie financière, il y a tellement de verticals. Désolé, à la base, je suis anglophone, donc je vais faire de mon mieux pour... C'était vertical en français aussi. Voilà. Et toi, c'est vraiment pour l'éducation financière. Pourrais-tu, et je pourrais complémenter ta réponse, mais pourrais-tu nous expliquer, juste un sommaire, c'est quoi la FinTech? Quand quelqu'un tu dis, ouais, je suis entrepreneur en technologie financière, comment tu expliques c'est quoi la FinTech? De manière très simpliste, c'est le croisement de la technologie et des finances. Ah ouais? Et dans le fond, c'est toute comment dire, les technologies qui viennent supporter les services financiers. Donc, ça, en quelque part, ça a presque... C'est pas quelque chose de nouveau, ça existe depuis que les comptes bancaires pas sur papier existent, si on veut. Même, des fois, donne l'exemple de même l'argent, la monnaie, c'est une forme de technologie financière parce que la technologie, à la base, c'est une création humaine pour faciliter un processus, right? Et la monnaie a été créée, et c'est un exemple très rudimentaire, mais c'est une invention pour faciliter un échange. Mais les exemples plus modernes, c'est les cartes de crédit. Ça, c'est de la technologie financière, les guichets bancaires. Mais aujourd'hui, avec l'avancée de l'Internet, le Interact e-Transfer, ça, c'est de la FinTech, les applications mobiles pour ton compte de banque, c'est de la FinTech. Et beaucoup plus d'exemples qui sont plus d'actualité. C'est devenu un concept beaucoup plus démocratisé dans les dernières années. Et je vais demander une question à l'audience à l'instant. J'aimerais savoir si vous pouvez écrire dans le chat une FinTech que vous connaissez, n'importe laquelle, peut-être c'est au Canada, peut-être c'est aux États-Unis. Si vous en connaissez pas, peut-être essayez de deviner. Je serais curieux de savoir si vous en connaissez. Et si vous en connaissez plusieurs, allez-y, écrivez plusieurs entreprises que vous connaissez. Je serais juste curieux de voir vos connaissances en termes de FinTech. Donc, l'industrie... Pour rebondir peut-être sur ce que tu dis, Nicolas, c'est vrai que si on prend une définition, comment dire, rudimentaire comme ça, puis si on revient vraiment en base, c'est vrai ce qu'on dit, mais en réalité, en pratique, aujourd'hui, quand on dit FinTech, il n'y a personne qui pense à ça. Les gens pensent plutôt au FinTech d'aujourd'hui. Absolument. Les entreprises qui utilisent la technologie comme moyen principal de rendre des services financiers. Comme si on dit, Desjardins, ce n'est pas une FinTech, ou une banque, ce n'est pas une FinTech, versus, je ne veux pas dire les exemples parce que je ne vois pas le chat, mais versus probablement les exemples qui sont donnés dans le chat par l'audience. Non, tu as absolument raison. Et peut-être on peut parler des verticaux pour donner des exemples des FinTech pendant que les réponses rentrent. Et je vois Pascal s'est reconnecté. Donc, on va juste faire un test parce que j'aimerais bien qu'il puisse se joindre à nous. Je l'avais presque complètement oublié. J'allais continuer la conversation juste avec toi, Rim. Mais Pascal, est-ce que tu nous entends? On t'entend pas, Pascal. Ton audio est très bas. J'entends quelque chose, mais ton microphone semble bloqué. Allez. Les aléas de la technologie, parce qu'on a fait les tests juste avant, ça fonctionnait très bien. Ouais. Est-ce que vous m'entendez? Oui, bienvenue. Ah, désolé. Il n'y a pas de problème, mais pour l'audience, on a fait une répétition juste avant, il n'y avait pas de problème. Mais ça, c'est les aléas des Zooms ou de cette plateforme de ce soir. OK, on était parti sur une autre conversation, mais on va revenir un peu à la passe de départ parce que Pascal, je voudrais que tu puisses avoir l'opportunité de t'introduire. Donc, peux-tu, s'il vous plaît, Pascal, en 2 minutes, parler un peu de ta personne et de ton rôle chez Desjardins, s'il vous plaît?
Tout à fait. Donc, je travaille au Mouvement des Jardins depuis 3 mois et je suis en charge de toute la stratégie d'open banking, donc de services financiers ouverts, et également de toute la stratégie blockchain. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour Desjardins? Quels seraient les cas d'utilisation pertinents dans le secteur financier pour le Mouvement des Jardins qui a un intérêt pour nos membres et nos clients? Et j'ai un background plus en technologie de l'information, suivi d'un master en marketing-vente, et j'ai travaillé plus de 15 ans dans le domaine des télécoms avant de passer dans le domaine de la fintech, où notamment j'ai travaillé pour une entreprise blockchain en Europe, en Allemagne. Okay. Donc voilà. Parfait. Merci, Pascal. Et toi, j'aimerais que tu puisses aussi avoir l'opportunité de définir c'est quoi la fintech pour toi quand tu dis et aussi, on va parler du open banking parce que je trouve que c'est fort intéressant. Mais comment, toi, normalement, tu décris la fintech à des amis qui ne connaissent pas ça? Comme je dis, la fintech, on entend parler de la fintech depuis quelques années, mais la fintech, ça remonte à très loin, notamment les premiers transferts d'argent entre banques, la première carte de crédit à l'époque qui s'appelait qui était au tout début de Mastercard, où c'était une plaque en métal. Donc, moi, je définis ça, c'est toutes les nouvelles technologies qui aident le secteur financier. Donc là, on parle beaucoup de fintech grâce à l'adoption du mobile, des nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle, blockchain et d'autres, mais ça remonte à bien plus loin, la fintech, pour moi. Absolument. Oui, ben, quand tu étais parti, on avait la conversation. Moi, je suis même remonté encore plus loin à juste l'argent comptant comme un exemple très prématuré de c'est quoi pourrait la technologie financière. Mais effectivement, aujourd'hui, on ne pense plus aux banques comme étant une fintech ou même le Interactive Transfer potent. C'est un peu statu quo pour tout le monde. La fintech, c'est tout ce qui est nouveau dans l'industrie financière pour faciliter soit l'accès aux finances, faciliter les paiements entre personnes ou entre entreprises, etc. La prochaine question qu'on allait aborder justement, c'est les différentes manières ou verticaux dans lesquelles la fintech opère. Donc, Pascal, peut-être tu pourrais commencer ici à juste nous donner un sommaire des différentes verticaux. Par exemple, on peut parler de l'assurance, on peut parler des paiements. Peux-tu nous donner quelques exemples? Je dirais que la fintech, ça couvre vraiment toute l'industrie financière, comme tu disais, de l'assurance au paiement, en passant par l'approbation hypothécaire, etc., les finances personnelles, la gestion de finances personnelles, investissement, etc. Récemment, on a vu qu'en pleine crise du Covid, que la bourse, on ne comprenait pas, elle montait alors qu'on s'attendait qu'elle allait baisser, parce qu'il y a des milléniaux qui ont utilisé aux États-Unis des applications comme Robinhood, ici au Canada, Wealthsimple Trade, etc. Donc, vraiment, ce que j'aime beaucoup avec la fintech et notamment les dernières tendances fintech, c'est que ça démocratise la finance et ça rend vraiment la finance accessible par tous. Et RIM est un bel exemple. Absolument. Et je pense que RIM, c'est le parfait exemple, une pionnière dans l'espace ici au Québec. Peux-tu nous donner un portrait, RIM, de qu'est-ce qui se passe dans ton secteur en particulier pour les plus jeunes et aider à la littératie financière et l'éducation des jeunes pour apprendre un peu plus sur les finances? Alors, je vais juste revenir sur, tu as mentionné les verticales. Je pense que c'est intéressant d'ajouter là-dessus que une fintech ne se place pas forcément sur une verticale. Dans notre cas, on peut être considéré comme une paytech parce qu'on a développé des modules de paiement qui facilitent les paiements dans notre application. On peut être considéré comme un PFM, donc un Personal Finance Management Tool, parce qu'il y a des outils de budgétisation dans l'application qui permettent de gérer ses finances, etc. On peut être considéré également comme au niveau de l'expérience client, donc, parce qu'il y a un volet expérience également. Donc, je pense que ce qui est intéressant là-dedans, c'est on a tendance à catégoriser
que ce soit par vertical, mais aussi par secteur d'activité, donc assurance de personnes, assurance de dommages, wealth, etc. Mais souvent, la richesse, elle vient quand on commence à croiser différentes verticales, puis au final, on livre une certaine valeur qui transcende plusieurs verticales ou plusieurs secteurs. Et là, pour répondre à ta question par rapport à l'éducation financière des jeunes, disons que de manière générale, c'est un secteur qui est en croissance, qui est en émergence, si on veut, depuis les dernières années, ce qu'on appelle plus précisément en Amérique du Nord le teen banking space ou le teen banking market. C'est assez nouveau. Il y a de plus en plus de nouvelles de compétiteurs dans le secteur, ce qui est un bon signe. Il y a une demande, ça commence à maturer, si on veut. On a une première unicorn qui est apparue dans le secteur, bon, ça s'appelle Greenlight, qui a atteint la valeur de $1 milliard. Ça, ce que ça vient, c'est un peu la conséquence du fait qu'il y a un vrai besoin derrière. Puis, pour revenir au final à ta question, qu'est-ce qui se passe? C'est parce que les jeunes ont besoin de se faire accompagner. Puis les gens, ça, c'est pas quelque chose de nouveau. Les jeunes ont toujours eu besoin d'éducation financière. Ce qui est nouveau, par contre, c'est le fait que, premièrement, il y a beaucoup de digital natives, donc des jeunes qui sont nés, des enfants qui sont nés avec une tablette dans la main. Donc il y a des tendances de fond d'un point de vue démographique qui viennent changer puis amplifier ce besoin-là. Donc les digital natives, il y a aussi le fait que de plus en plus, les paiements sont devenus beaucoup plus, je vais utiliser le terme anglais parce que je ne trouve pas un mot français qui s'apparente, mais frictionless. C'est tellement facile de dépenser. Sans friction. Oui, sans friction, merci. C'est moi l'anglophone rime, tu vois c'est tellement facile de dépenser, ce qui a des conséquences au niveau, comment dire, c'est plus facile d'utiliser sa carte pour acheter des trucs à $2 et de taper et de l'acheter versus quand tu avais à l'époque un billet de $20, ben, tu dis, je ne vais pas casser un billet de $20 pour m'acheter quelque chose de $20. Bref, tout ça pour dire qu'il y a plusieurs tendances de fond qui sont venues renforcer ce besoin d'éduquer les jeunes à l'argent. Et ça se traduit par de l'innovation puis des solutions de marché qui viennent adresser ce problème-là. 100%. Mais, donc, il y a pour les jeunes, mais il y a aussi les personnes dans notre démographique et plus vieux. Et moi, ça m'a permis de mieux comprendre la fintech en comprenant les applications qui existent pour m'aider et rendre l'investissement ou l'assurance ou l'hypothèque plus accessible. Pascal, je sais que tu es un fan fini de certaines applications. On pourrait parler de Wealthsimple, par exemple, que peut-être certains d'entre vous connaissez. Pascal, peux-tu me parler de certains fintech que tu aimes bien et que tu as découvert ou que tu utilises sur une base quotidienne? Ouais, j'adore Wealthsimple parce que pour plusieurs raisons. C'est que c'est vraiment simple d'investir avec Wealthsimple, avec derrière leurs outils de robots, où on fait des virements, on peut faire des virements journaliers, des virements hebdomadaires, mensuels, peu importe, par rapport à ce qu'on veut économiser. Et derrière, Wealthsimple a créé aussi une branche où c'est avoir une possibilité d'investir dans des stocks. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que tu as ça à un pouce en fait sur ton téléphone portable et ça permet d'investir rapidement et surtout pour un coût où les banques pourraient charger entre 5 à $15 la commission. Là, c'est sans commission. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. C'est ça qu'on voit souvent en technologie financière. Il y a deux aspects qui sont intéressants. Un, c'est des coûts plus faibles que la normale, que les banques, mais aussi la facilité d'accès. Souvent, historiquement, pour ouvrir un compte de courtage, je ne sais pas si certains d'entre vous dans l'audience, vous avez déjà essayé de le faire. Première idée qui vient à l'esprit, c'est aller à une banque et
peut-être il y a une plateforme en ligne, peut-être il faut appeler si on veut acheter des stocks ou pas. C'était pas toujours très évident, mais Wealthsimple aux États-Unis, un Robinhood que je vous invite à regarder si le concept vous intéresse, ça vient vraiment démocratiser l'accès pour les personnes qui ont un téléphone sur eux en tout temps et ça rend facile d'accès. Il y a aussi une autre startup qui s'appelle Coro, une autre startup canadienne. C'est des cartes de crédit prépayées. Concept, peut-être Rim, tu peux en parler parce que c'est dans les paiements, c'est PFM. Tu connais Coro? Oui, bien sûr. Donc, la verticale précise, c'est ce qu'on appelle les challenger banks, ou en Europe, on dit plus les neobanks. Et il y en a plusieurs au Canada. Donc, il y a Coro, mais il y a aussi Stack, il y a Mogo. Puis, il y en a aussi des nouvelles qui essaient de se développer. Je dirais qu'au Canada, c'est plus difficile. Aux États-Unis, il y en a vraiment beaucoup là. Je pourrais en nommer jusqu'à demain. Là. Bon, j'exagère un peu. Mais dans le fond, ce que ces offres de services-là sont venues apporter, c'est vraiment la simplicité, le 100% numérique et la gratuité. En gros, ils sont allés réduire toute la complexité bancaire pour amener une expérience client super simple, super straightforward, à zéro coût pour l'utilisateur final, en offrant des services bancaires de base, le everyday banking que tout le monde a besoin, mais de manière simple, où tu n'as pas besoin de te déplacer à une succursale ou à une caisse ou à une branche à chaque fois que tu as besoin de faire quoi que ce soit, où tu n'as pas besoin d'appeler au téléphone, où tu fais tout à partir de ton mobile. Et en plus, ça te coûte zéro, alors que les frais bancaires au Canada, on sait que ça peut coûter des centaines de dollars par an juste maintenir un compte bancaire puis faire des transactions. Donc, c'est un peu ça, je pense, le principal, le gros, de façon résumée, de la proposition de valeur de ces Challenger Banks. Parfait. Pascal, je t'ai juste mis sur mute. Je crois qu'il y a du bruit derrière. Donc, juste. Désolé. Pas de problème. Désolé pour le but. Je voulais rajouter que ce qu'on voit aussi, c'est l'arrivée d'autres néobanques, notamment européennes. Les leaders en Europe, il y a 3 leaders. Il y a notamment Revolut, Number 26. Et Revolut est arrivé sur le marché canadien et nord-américain. Number 26 plus sur le marché américain des US. Donc, on voit que là, on commence à avoir de la compétition d'acteurs qui ont prouvé sur leur marché que ça fonctionne, que leur business model fonctionne et qui attaquent de nouveaux marchés, et notamment le marché nord-américain. Donc, c'est vraiment intéressant ce qui se passe actuellement dans ce segment. Absolument. Sinon, dans d'autres segments… Sur ce segment-là, à quel point c'est gros, en fait, on voit que, bon, maintenant, la majorité si on veut, des anciennes néobanks, donc les Revolut de ce monde, c'est des généralistes. Maintenant, ce qui arrive, c'est qu'on a des spécialistes qui commencent à se développer. Aux États-Unis, surtout, puis en Europe, tu as la néobank des solopreneurs, la néobank des gig workers, la néobank je sais pas moi, bref, mais il y a plein de petites verticales comme ça qui sont allées se développer. Une des très intéressannes, celle pour les petites et moyennes entreprises également. D'ailleurs, il y a une Canadienne, North One. Puis d'ailleurs, je pense qu'ils ne font pas encore affaire au Canada, ils sont allés s'installer aux États-Unis d'abord. Mais tout ça pour dire, c'est que c'est un secteur qui est très intéressant à regarder puis à suivre de près parce que ça a atteint un stade de maturité puis ça s'est subdivisé en sous-secteurs. Vraiment, c'est intéressant à suivre. Oui, non, absolument. Donc, on est en train de voir vraiment une révolution de l'industrie financière encore. Et souvent, et peut-être, Pascal, on pourrait en parler, comment on voit les néobanks, les challenger banks, mais il y a encore le système bancaire traditionnel qui soit doit innover ou soit faire des partenariats avec ces jeunes entreprises-là. Peux-tu nous parler un peu comment, avec ton rôle chez Desjardins, comment vous voyez ça? Comment vous voyez le futur des institutions financières plutôt traditionnelles? Non, c'est une très, très bonne question. C'est sûr qu'on n'a pas le choix. Quand une banque avance d'un chouïa, la fintech, elle a avancé 10 fois ou 100 fois plus vite. Donc, on n'a pas le choix maintenant de faire des partenariats avec les fintech.
parce qu'il y a énormément d'innovation dans les fintechs et c'est vraiment les nouveaux cas d'utilisation des banques, c'est-à-dire identifier les fintechs qui apportent de la valeur, dont leurs produits pourraient apporter de la valeur et qui pourraient être vendus en marque blanche ou en partenariat. Donc, on pourrait prendre un exemple dans le domaine des agrégations de données. Vous avez sûrement entendu parler de Plaid qui s'est fait racheter l'année dernière pour 5 milliards, cette année pour 5 milliards par Visa. Donc, c'est énorme. Pourquoi? Parce qu'ils ont réussi à tisser les partenariats avec un certain nombre de banques au travers les États-Unis et un petit peu partout dans le monde. Ils commencent à pénétrer d'autres marchés, notamment marchés européens et canadiens. Donc, et qu'est-ce que font Plaid? C'est de l'agrégation de données. Ici, au Québec, au Québec et au Canada, on a d'autres acteurs, notamment ici à Montréal, Flinks, qui fait de l'agrégation de données, Walsica, qui fait de l'agrégation de données d'épargne et d'investissement. Donc, il y a beaucoup de fintech et toutes ces fintech apportent énormément d'innovation. Et pour vous donner une idée, je pense que Rim pourrait très bien l'expliquer, c'est que ça prend du temps pour une banque de développer un produit comme Wallo en interne ou Walsica, ça prendrait des années. Donc, c'est cette agilité, cette rapidité pour être compétitif sur un marché, on n'a plus le choix. On doit faire des partenariats avec des fintechs. Rim, est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur ce point-là? Je sais que tu connais l'autre bord de la médaille étant la start-up. Pascal, très bien. C'est très bien, je suis très d'accord avec ce qu'il dit. Effectivement, c'est inévitable. Je pense qu'il y a beaucoup de valeur dans les collaborations entre institutions financières établies et FinTech, parce qu'il y en a un bord qui apporte de la rapidité, de l'agilité, de la capacité d'exécuter rapidement, puis de l'innovation clé en main, si on veut. Puis de l'autre bord, une source de financement. Donc, il y a vraiment la possibilité de faire des belles collaborations gagnant-gagnant. Puis ça se fait déjà. Pas assez à mon goût, mais on travaille là-dessus. Absolument. Et il y a les banques, comme vous pouvez constater, la plupart des banques organisent des compétitions en fintech afin de se créer un écosystème identifié. Ils ont aussi des fonds d'investissement, Desjardins en a un, nos compétiteurs en ont, et ils ont aussi leur propre accélérateur. Desjardins a un accélérateur qui s'appelle Startup en résidence pour aider à faire, une fois qu'on identifie des fintechs, pour les aider à avancer à un stade supérieur et faire un premier projet potentiellement avec Desjardins et pour comprendre cette industrie financière. Parce que ce qui est très dur pour une fintech, c'est d'avoir le pied dans une banque. Une fois qu'elle a le pied dans une banque, c'est nettement plus simple de faire des partenariats avec cette banque et d'autres banques qui suivent, institutions financières. Absolument. Un des plus grands défis pour les fintechs qui veulent, qui ont besoin de collaborer avec une banque, c'est effectivement les partenariats, mais c'est aussi un autre aspect un peu plus compliqué que les entrepreneurs en fintech découvrent très tôt, c'est la régulation et travailler avec les autorités. Par exemple, ici au Québec, on a l'AMF, l'Autorité des marchés financiers, où est-ce qu'il faut, si on fait une app en investissement, ça doit être has to be compliant et jouer selon les règlements de l'AMF. D'ailleurs, ils ont créé un sandbox pour les fintechs qui veulent créer une certaine solution, mais qui ne rentrent pas dans le cadre juridique déjà établi. Les startups peuvent travailler étroitement avec l'Autorité des marchés financiers pour trouver une manière de soit s'adapter aux règlements ou que éventuellement les règlements changent. J'ai trouvé ça, c'est une facette intéressante de la fintech. C'est pas comme n'importe quelle autre, lancer n'importe quelle autre entreprise. On dit souvent chez FinTech Cadence, lancer une startup, c'est déjà difficile. Lancer une startup en fintech, c'est encore plus difficile. Et c'est pour ça on est là pour les appuyer. Je voulais donner des exemples un peu plus hors du commun de c'est quoi la fintech et peut-être donner des exemples de notre réseau. Un, c'est Check Please que je voulais mentionner. On a beaucoup parlé d'investissement, de paiement, de transfert d'argent.
un peu similaire dans la même veine. Dans le fond, c'est le paiement au restaurant parce que souvent, il faut attendre pour recevoir la facture. Et s'il y a beaucoup de personnes, un achalandage important dans le restaurant, ça prend du temps. Ben ici, simplement avec l'application mobile, on tape un code QR sur la table et on peut effectuer le paiement de son application. Un autre offset pour l'assurance cette fois-ci. L'assurance, c'est les InsurTech, c'est souvent un monde un peu plate. Personne n'aime parler d'assurance en tant que telle. Et ça peut être souvent très compliqué à avoir une assurance soit automobile, maison, de vie, peu importe. Il y a beaucoup de InsurTech qui rend ce processus beaucoup plus facile pour l'utilisateur d'avoir une assurance. Et Allset, par exemple, c'est un de nos anciens qui aide avec l'assurance habitation. Si tu es locataire, ça prend 4 minutes pour avoir l'assurance quand habituellement, ça pourrait prendre des heures et des heures pour trouver une assurance. Donc, c'est plein de petites entreprises qui facilitent la vie financière des individus ou même des entreprises. Et souvent, en n'étant pas dans le domaine, on ne voit pas toutes ces entreprises-là et comment, c'est quoi l'ensemble de la vie financière d'un individu. Mais avec le temps, ça prend de plus en plus d'ampleur et tout le monde ce soir va entendre. Maintenant que vous réalisez c'est un peu c'est quoi la FinTech, vous allez voir d'autant plus. Et d'ailleurs, ça amène à la deuxième partie de cette conférence. Évidemment, on vit dans des temps sans précédent et beaucoup de choses ont changé. Par exemple, les banques, c'était historiquement quelque chose de très physique. Si tu voulais retirer de l'argent, tu allais dans la banque pour s'y faire. Aujourd'hui, on peut le faire avec le mobile. Je peux nommer plein d'autres exemples qui ont changé. Vous les savez déjà tous. Mais Pascal, de ton côté, j'aimerais plus discuter du futur de l'industrie financière, vers où ça va. On a déjà donné des exemples de c'est quoi les fintech, comment ils peuvent aider les usagers. Comment tu vois le futur de l'industrie financière, l'intégration des technologies et aussi en deuxième partie de la question, j'aimerais que tu nous introduises à c'est quoi le open banking ou j'oublie le terme. C'est quoi open banking en français encore? La finance pour tous, c'est ça? Service financier ouvert. Ouais, la finance pour tous, service financier ouvert. Ça change toujours. Non, c'est vraiment intéressant. C'est vrai, ouais. Elle fait. Tout le monde donne son propre avis. Même en anglais, il y a différents termes. Open banking, récemment, le fédéral, ils ont sorti un nouveau terme. Consumer Oriented Finance, quelque chose dans le genre. Donc, ça bouge beaucoup. Mais il y a une chose qui est claire, c'est que, et la crise de la Covid le prouve, c'est qu'on n'a pas le choix de rendre digital beaucoup de produits. D'une part parce que c'est pratique dans le cadre de pandémie, entre guillemets. On n'a pas besoin d'aller en agence et c'est super de ce point de vue-là. Et d'autre part, il n'y a plus le choix. Comme tu dis, la plupart des jeunes sont nés avec une tablette dans la main. On commence à voir de plus en plus ça. Et ils ne veulent pas forcément aller dans une banque pour ouvrir un compte de courtage pour investir ou pour ouvrir un compte bancaire. Donc on n'a pas le choix. Face à la digitalisation, les fintechs se développent de plus en plus. Mais ce qui est génial, c'est que ça amène des nouvelles solutions et des solutions innovantes. Et surtout, ça rend la finance accessible vraiment pour tous. Et c'est le but. Pour venir sur l'open banking, ce qui est intéressant sur l'open banking, ça a été mis en place en Asie et dans l'Union européenne, notamment en Angleterre, qui a été très novateur. Puis ça a suivi avec l'Union européenne. Et là, il y a eu une autre approche, c'est vraiment le gouvernement, les régulateurs qui ont dit « Ok, il va falloir, vous les banques, vous avez un monopole, il va falloir que vous ouvrez vos données pour qu'il y ait des nouveaux acteurs et qu'il y ait de la compétition sur le marché. »
Et les données que vous possédez ne vous appartiennent pas. C'est le consommateur, c'est ces données. Donc, aujourd'hui, ce matin, j'ai acheté une baguette avec ma carte de crédit, je vais faire mes courses, etc. Pour le moment, il n'y a que les banques qui le savent. Demain, et c'est ce qui se passe actuellement en Europe, c'est qu'on peut utiliser ces données-là pour donner des indications sur ses habitudes de dépenses, combien on pourrait économiser chaque mois, quel est l'impact sur ses économies si on économisait $50 tous les mois, quel serait leur impact à notre retraite si on plaçait cela. Donc, ça amène beaucoup de choses et de manière générale, pour résumer l'open banking, c'est 3 éléments. La première chose, c'est que le consommateur possède ces données, donc la protection des données du consommateur. Au Québec, il y a une loi qui va passer, c'est sur la loi sur la protection du consommateur qui s'appelle la loi 64, et au fédéral, la PIPEDA. La deuxième chose, c'est connecter toutes ces données via des API afin que ça soit sécurisé et qu'on protège. Et la dernière chose, c'est qui est le consentement du consommateur. C'est-à-dire que si une fintech veut utiliser les données doivent être partagées par toutes les banques, par tous les joueurs de l'écosystème de façon équitable. Et derrière, c'est le consommateur qui donne le droit de dire oui, j'accepte que je partage ces données et ce type de données-là. Donc, c'est par là où on s'en va et ça va amener énormément de cas d'utilisation qui vont amener, par exemple, la simplification du crédit hypothécaire. Aujourd'hui, quand je fais une demande de crédit, je dois prouver beaucoup de choses. On regarde mon crédit, etc. Mais qu'est-ce qui dit que si je suis chez Desjardins, qui dit que j'ai pas d'autres comptes dans d'autres banques au Canada ou à l'étranger? Donc, c'est ça qui est très intéressant. On peut peut-être faire des comparaisons avec l'information médicale, par exemple. En ce moment, c'est très dissocié. C'est peut-être l'hôpital qui a ton dossier médical. Tu as accès, comme avec nos informations bancaires, mais on peut pas nécessairement le déchiffrer. C'est très difficile de partager ces informations-là. Et avec le open banking, ça permet de vraiment avoir un système pour facilement partager ces informations avec d'autres entreprises pour qu'ils puissent t'offrir de meilleurs produits ou services. C'est bien résumé? C'est rigolo. Ouais, c'est tout à fait ça et c'est vraiment intéressant ce que tu dis parce que, comme je disais, l'Union européenne a adopté un standard sur l'open banking, l'Angleterre aussi, et l'Angleterre va élargir ça vers l'open finance, donc tout ce qui est les valeurs mobilières, etc., les comptes d'investissement, etc. L'Australie a pris une approche totalement différente. Ils se sont dit, on ne va pas aller open banking, open finance, on va aller sur l'open economy. Donc, toutes les données de manière générale, aussi bien financières, bancaires que médicales, par exemple. Et ça va créer un écosystème et on va réguler cet écosystème-là. Et c'est ce qui risque d'arriver dans d'autres pays, c'est que l'open banking va amener à vraiment tous ces aspects de données et pas uniquement ces données financières, en fait. Donc, imaginez pour tout le monde qui écoute les opportunités qui se présentent. C'est encore une industrie il y a beaucoup d'innovation, mais il y a encore tellement de possibilités et d'opportunités pour innover. Rim, j'aimerais t'entendre sur peut-être les conseils que tu aurais pour des personnes qui s'intéressent à intégrer l'industrie ou le secteur des technologies financières. Peux-tu parler comment c'était ton expérience de lancer une fintech et pour des personnes qui seraient aussi intéressées de se tenter au jeu, où commencer? Je pense qu'il y a plusieurs possibilités. De manière générale, si on s'intéresse aux fintech, c'est qu'on s'intéresse au secteur des services financiers, quelle que soit la verticale. Je pense qu'il y a la possibilité d'aller tout simplement travailler dans l'industrie, d'aller travailler pour un Desjardins, d'aller travailler pour un acteur des services financiers qui nous intéresse. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, c'est de rejoindre une fintech. Je pense que les fintech, surtout à Montréal, le milieu fintech était quand même assez dynamique. Puis il y a beaucoup d'opportunités de rejoindre des fintechs, que ce soit pour des stages, des premiers emplois. Vous faites la career fair, c'est un bon endroit, je pense, pour aller décrocher un premier job ou un stage.
Puis je pense, un autre élément important, c'est vraiment la curiosité, puis de s'auto-instruire, d'aller s'abonner sur les revues d'industrie, les newsletters, Finextra, tout ce qui est, comment dire, toutes les nouvelles d'industrie, parce qu'on apprend beaucoup, même aujourd'hui, moi, j'ai besoin d'aller regarder qu'est-ce qui se passe et tout, parce que je continue d'apprendre tous les jours. Tel acteur a acquis tel acteur, pourquoi, où est-ce que ça s'en va, c'est quoi les signaux faibles qu'on est capable de détecter. Donc, c'est vraiment une curiosité qu'il faut apprendre à développer puis à nourrir continuellement. Absolument. Ben, c'est une industrie, un secteur qui bouge tellement vite. Étant au quotidien, on voit ce qui se passe, mais c'est important de se rafraîchir parce que chaque mois, il y a une nouvelle entreprise en technologie financière qui se crée et et tantôt on mentionnait les compétitions aussi, où est-ce qu'il y a de nouvelles fintechs qui se démarquent, qui innovent, qui font des nouveaux partenariats avec les institutions financières. Non, si vous aimez un secteur dynamique, c'est clair que la fintech va livrer. On va bientôt passer à la période de questions. De mon bord, je vois pas de questions encore, mais n'hésitez pas, si vous en avez, d'en écrire dans le chat. Je vais juste rafraîchir mon écran ici. Mais si vous avez des questions pour Rim ou Pascal, je pense que ça les ferait plaisir de répondre. Donc, n'hésitez pas. On parlait de curiosité. Je vais juste prendre un moment rapidement pour tout le monde qui vous écoute, qui écoute. Si vous êtes intéressé à d'apprendre davantage sur la FinTech, je le mentionnais plus tôt qu'on a notre certificat FinTech qui commence. C'est la 3e année que ça va se dérouler, où est-ce qu'on invite des experts de l'AMF, des fondateurs de startups, des VC, des investisseurs pour parler comment ils évaluent une FinTech, du côté légal aussi, qu'est-ce qui se passe et comment naviguer l'écosystème légal des technologies financières. C'est le seul certificat qui est disponible au Québec. C'est en anglais et en français. Le prochain va être en anglais, qui commence ce janvier, et en français à l'automne 2021. Mais si vous êtes confortable en anglais, ça commence bientôt. Et comme mentionné, on vous offre un rabais de 50%. Donc, le certificat, le prix total, c'est 600 taxes incluses. Mais vous pouvez, étant étudiant HEC, l'avoir pour 300 $. Si vous êtes intéressé, je peux vous envoyer le code promo. Écrivez-moi ce soir à nicolas@fintechcanance.com. Mettez dans le sujet rabais HEC certificat et avec plaisir, je vous enverrai le code. Ça va être, vous pouvez utiliser ce code-là jusqu'à la fin de cette semaine. Donc, si vous voulez m'écrire juste pour avoir le code et comme ça, vous décidez par la fin de semaine, il n'y a pas de problème. Mais je voulais juste glisser là parce que je pense que c'est une bonne opportunité si vous voulez avoir une meilleure compréhension de l'écosystème, voir les opportunités, soit pour se lancer en affaires, pour intégrer une entreprise ou simplement pour ajouter sur votre CV. Comme j'ai dit, je l'ai fait et je pense que c'est fort intéressant. Et Pascal, tu l'avais fait aussi, je pense, l'année J'ai fait tout le premier. Le tout premier. Le premier. Il y a 2 ans. Ok, toi, t'es un vrai. Moi, j'ai fait le deuxième. Mais tu l'as pas c'est sûr que ça. Non. Toi, t'es elle a fait Ascension, donc. OK, on a une question qui est rentrée. Rim, celle-là est pour toi. Ça t'a pris combien de temps de développer Wallo? Ça dépend qu'est-ce qu'on entend par développer. Si on parle de combien de temps on était en stealth mode, si on veut, quand même pendant un bon entre 6 et 8 mois, où on était comme juste en train de développer. C'était la période où on est passé par FinTech Cadence en passant par le programme Ascension. Puis, donc ça a pris quand même un bon 6-8 mois de travail acharné enfermé chez nous. Là. Puis par la suite, c'est pas fini. Là. On continue de développer, on continue de
d'améliorer le produit. On fait beaucoup de développement d'affaires. Mais si on parle de développement technologique, la base, le MVP, si on veut, c'est à peu près ça. Okay. Donc, quand même, ça prend du temps. On voit vraiment des horizons de temps différents d'entreprise en entreprise. Si tu avais un conseil comme pour quelqu'un qui veut se lancer, c'est quoi comme ton numéro 1 conseil pour un fondateur FinTech? Je dirais quelque chose que moi, personnellement, j'ai appris, puis que si aujourd'hui, je devais recommencer de zéro, puis créer notre FinTech, puis j'aurais aimé que quelqu'un me le dise, c'est vendre ton produit avant de le développer. Trouve des clients avant d'investir de l'argent dans ton produit ou avant d'écrire une ligne de code. Je sais que ça peut paraître un petit peu contradictoire, mais il y en a qui arrivent à le faire, puis ça facilite beaucoup les choses, ça streamline la suite du processus. Oui, absolument. J'entends, il y a d'autres questions. Sur Stage, voilà, c'était sur le chat. Je sais que ça peut paraître un petit peu contradictoire, mais il y en a. Tu m'entends toujours? Oui. Oui. OK, parfait. Excuse, comme j'ai mentionné plus tôt, j'ai 2 écrans, donc pour voir le chat, et c'était sur mon autre écran, donc j'essaie de naviguer ça pour la période de questions-réponses. Mais j'en vois beaucoup plus ici. On a une question pour Pascal. Peux-tu définir la blockchain pour nous? Peux-tu nous résumer ça en 60 secondes? C'est quoi cette fameuse chaîne de blocs? C'est une bonne question. La blockchain, je dirais de manière rapide, c'est un grand livre comptable où on peut écrire, mais on ne peut pas effacer. Donc, tout est enregistré et derrière les applications pour le domaine financier, il y en a beaucoup. Et les applications principales sont dans le transfert de fonds, notamment entre banques et entre pays, où actuellement, il faut entre 2 à 5 jours pour transférer des fonds à l'international. Avec la blockchain, ça se fait en maximum quelques minutes. Et sur des chaînes de blocs, ça se fait en quelques secondes. Donc ça, c'est une première chose. Et la deuxième tendance qu'on voit en blockchain actuellement, qui est très présente, c'est la finance décentralisée, où il n'y a plus besoin d'avoir une institution financière, entre guillemets, pour s'échanger de l'argent, pour se prêter de l'argent. Et il y a beaucoup de produits là actuellement qui sont incroyables, où on place son argent sur des comptes d'épargne, un peu des saving accounts en blockchain, où on peut gagner entre 3 à 50% d'intérêt. Donc, je vous dis pas d'investir. Faites attention parce qu'il y a beaucoup aussi de crypto qu'il faut faire attention, etc. Mais il y a beaucoup de produits qui sont intéressants et qui arrivent, et tous les jours, il y a des nouvelles innovations. Notamment entre le prêt d'argent entre particuliers qui est assez intéressante et qui était réservée avant aux institutions financières, et grâce à la technologie blockchain qui se fait entre particuliers. J'ai une question de suivi pour toi, Pascal, parce que je suis sûr qu'il y a du monde dans l'audience qui se la pose. Mais donc, qui dit blockchain dit crypto. C'est un monde un peu nébuleux. S'il y a du monde qui suit le Bitcoin, ça a eu une augmentation, après ça a chuté. Est-ce qu'on parle encore de crypto? C'est quelque chose qui, tu penses, va rester? Est-ce que les banques s'intéressent à ça? C'est une très bonne question. Je vais faire juste une petite correction. On parle de blockchain, mais la technologie blockchain est utilisée. C'est une technologie qui est utilisée dans beaucoup d'autres industries, principalement dans le domaine de la finance, mais utilisée en logistique pour faire de la traçabilité. Donc, la blockchain ne se résume pas qu'à la crypto. Par contre, en ce qui concerne du domaine de la finance, on parle énormément du Bitcoin, Ethereum, etc. et d'autres. Est-ce que ça va rester? Tout ce que je peux dire, c'est que beaucoup de banques emmagasinent des sommes intéressantes de crypto, de Bitcoin, d'Ethereum, etc., qui font des réserves parce que surtout actuellement sur l'incertitude qu'il y a sur les marchés, avant on utilisait l'or, maintenant on commence à se diversifier, les banques se diversifient et se disent oui, la crypto, ça a peut-être du sens. Et
leur réflexion en banque se confirme via les banques centrales parce que les banques centrales veulent commencent des projets de crypto qui sont assurés par les banques centrales. Donc, il y a notamment un projet là où la Banque des Bahamas a lancé sa crypto. Et l'Union européenne est en train de travailler sur une crypto euro, en fait. Donc, on pourrait prendre les euros, un billet de 5 euros, 10 euros en échange, mais on pourrait aussi payer chez son commerçant avec un token qui est l'euro. Donc, ces tokens s'appellent des stablecoins. Il y en a actuellement qui ont été créés dans le secteur privé. Par exemple, Binance, qui est l'une des grosses plateformes de marché de crypto, a créé son BUSD, qui est backé sur l'US dollar. Donc, ils emmagasinent autant d'US dollars que de jetons qu'ils émettent. Et c'est la tendance qui est en train d'arriver. Donc, il y a la même chose au Canada. Il y a une société privée qui a créé le QCAD, qui est backé sur le Canadian dollar. Et c'est la même société d'ailleurs qui a créé le premier fonds Bitcoin sur la bourse de Toronto qui s'appelle 3iQ. Cette société s'appelle 3iQ. Ouais. Ben, c'est fascinant ce monde-là. Et une fois que tu le découvres, c'est vraiment beaucoup plus développé que la majorité du monde qui y pense. Et maintenant, les gouvernements, comme tu as mentionné, commencent à s'y intéresser. Et ça prend vraiment de plus en plus d'ampleur. Ouais. Je vois une autre question ici, cette fois de Félix, qui a une question du certificat. Donc, je vais revenir. Je vais juste regarder s'il y a d'autres questions pour nos panélistes. Il y avait Simon qui a demandé c'était quoi l'entreprise avec le code QR. Donc, celle-là s'appelait Check Please. Je vais l'écrire dans le chat stage. C'est CHKPLZ. Check Please, c'est dans le milieu de la restauration, que d'ailleurs, ils ont fait un pivot phénoménal. Évidemment, avec la COVID, ils ont dû s'adapter parce que manger en restaurant, ça n'était plus tant possible. Vraiment intéressant comme histoire. Et d'ailleurs, demain, on va les avoir comme invités sur notre podcast FinTech Founders. Si ça vous intéresse de découvrir d'autres FinTech, je vous invite à suivre notre podcast FinTech Founders parce qu'on interviewe des fondateurs et fondatrices. Rim, je pense on t'a pas eu sur le podcast. Faudrait faire un épisode. Effectivement, je pense qu'on en a discuté avec Pascal quand il était avec vous. Mais... OK, on va exiger ça. Vous l'avez entendu en avant-première, mesdames et messieurs. Vous allez entendre Rim éventuellement sur le podcast. Mais effectivement, Check Please et beaucoup d'autres de FinTech canadiennes sont sur ce podcast-là parce que vous pouvez découvrir leur parcours et leur entreprise et comment ils voient le futur de l'industrie financière. C'est fort intéressant. C'est des épisodes de 25 à 30 minutes. Je regarde s'il y a d'autres questions. Félix, je t'ai pas oublié, mais avant ça, Jocelyn demande, avez-vous entendu parler de Pi Network, une nouvelle crypto développée par 3 professeurs de l'université de Stanford? Peut-être, Pascal, cela serait plus adapté à toi. Moi, j'en ai pas entendu parler, mais Pi Network. Non, j'en ai pas entendu parler, mais je vais regarder. Il y a tellement de cryptos qui sortent quasiment tous les jours que c'est très, très dur de suivre tout ce qui se passe. Mais je pourrais regarder, ouais. Okay. Je pourrais regarder. Donc, Jocelyn, désolé. Peut-être Pascal, il peut regarder rapidement. Si tu as une question particulière reliée à ces cryptos-là, ça serait bien parce que les cryptos, il y a différentes applications pour chacune et ils ont chacun leur objectif précis. Donc, si tu as une question adaptée à ces cryptos-là, ça serait bien. On va avoir le temps pour 2 autres questions. Je ne veux pas garder nos panélistes encore trop longtemps parce que je suis sûr qu'ils veulent aller souper. Mais Félix, rapidement pour ta question pour le certificat, si c'est possible de le faire pendant que vous êtes encore en études, ben oui, c'est possible parce que les cours se déroulent les samedis. Donc, même si vous travaillez à temps plein ou vous êtes en études à temps plein, ça se fait très bien. Ça s'intègre super bien si vous faites un bac ou une maîtrise.
C'est cette séance aux 2 semaines et on l'a adapté pour pas qu'il y ait un overlap avec les fêtes ou même les intras, je pense, on l'a bien calculé. Vous pouvez aller voir l'horaire complet sur notre site web, fintechcadence.com/certificate. Et comme ça, vous pouvez voir. Mais dans tous les cas, si vous êtes intéressé, écrivez-moi. Je vais remettre mon courriel. Envoyez-moi un courriel, comme ça, j'ai le vôtre. On pourra se faire un appel au besoin si vous avez d'autres questions. Vous pouvez m'écrire vos questions, mais comme ça, au moins, vous aurez le code et vous pourrez décider d'ici la fin de la semaine. Dans tous les cas, le certificat jusqu'à la fin de novembre est en rabais de 200 $. Donc, vous pouvez l'avoir pour 400 $. Mais ce soir, on vous offre un rabais de 50 %. Donc, vous économisez 300 $ sur le certificat. Honnêtement, on va faire un partenariat bientôt avec un autre certificat en FinTech et ça va être 40 000 $. Donc, il y a quand même une différence de prix assez importante. Et 300 $ pour un certificat de ce calibre-là avec les speakers qu'on a année après année, honnêtement, ça vaut vraiment, vraiment la peine. Donc, si vous êtes intéressé, ça va tout se faire à distance. Ça va être fort agréable. On va avoir un groupe maximum de 75 personnes. Il y a un exercice de groupe où est-ce que vous allez travailler spécifiquement sur un des verticaux en FinTech et le présenter au reste du groupe. Mais c'est ça, écrivez-moi nicolas@fintechcadence.com et ça fera plaisir de répondre à vos questions et envoyer le code. Je ne vois pas d'autres questions pour le moment, mais Jocelyn dit c'est parfait. Est-ce que tu as trouvé le Pi Network, Pascal? Ou? Je vais pas regarder, pour être honnête, je vais regarder. Okay. Bon, vous pouvez connecter. Je pense qu'on va terminer. Ouais, sur LinkedIn. N'hésitez pas à m'ajouter sur LinkedIn. C'est pour regarder si vous avez des questions. Excellent. Pascal, c'est vraiment le champion de la blockchain et la crypto et de cette nouvelle division à Desjardins. Donc, c'est fort intéressant de le suivre et voir ce qui se passe dans le domaine parce que, comme mentionné, ça change très, très vite et il est vraiment aux abords de ce qui se passe dans l'industrie, tout comme RIM. Et moi-même, on suit ça de très près, ce qui se passe dans l'industrie. Donc, apparemment, si vous voulez connecter, et je suis sûr, RIM, est-ce que tu avais des dernières annonces à faire pour ton app ou quoi que ce soit? Non? Ça me ferait plaisir de connecter sur LinkedIn aussi, il n'y a pas de problème. OK, cool. Donc, Je voulais rajouter un point, Nick, si tu veux bien, sur la FinTech, parce que j'entends souvent cette question. On me dit, je ne suis pas dans la technique, je ne suis pas dans l'IT, je ne suis pas dans la finance. Est-ce que je peux être en FinTech? Et je pense que le panel de ce soir, c'est là. On a une représentation. Oui, il faut des gens du marketing, des gens de droit. Tous les jours, j'ai l'impression de parler avec d'être avocat. Je parle avec des avocats, je parle avec des experts de données, de l'IT, des gens de stratégie, du business. C'est vraiment très, très, très large, la FinTech. Et c'est ça aussi que je veux dire. Ça ne se limite pas à deux compétences. Et je pense que chez HEC Montréal, vous avez vraiment une diversité de formations. Et donc, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Peu importe le domaine où vous êtes. Je pense que c'est un excellent point. Comme je mentionnais au début, je n'ai pas fait un bac en finance. J'ai fait le cours de base de TI. J'avais surtout entrepreneuriat et un peu de marketing. J'ai découvert ce domaine. Donc, peu importe votre formation au HEC, même hors du HEC, on voit du monde. On a le fondateur de nos startups Aquantix, c'est un docteur médical de formation. Donc, ça me dérange pas trop. C'est une industrie vraiment ouverte, inclusive, diverse et qui change super vite. Et tout le monde a sa part à apporter. Donc, voilà, je pense que c'est une belle conclusion. Je pense que j'aime finir une conférence sur une aussi bonne note. Donc, merci d'avoir partagé ça, Pascal. Rim, merci. Toujours un plaisir de vous avoir tous les deux et d'avoir pris ce moment pour partager vos expériences et expliquer un peu le monde de la FinTech à nos participants ce soir. Ça fait plaisir.
Merci Nick. Merci. Merci Pascal, à bientôt. Ouais. Merci pour l'invitation. Merci à vous tous. Passez une excellente soirée et à la prochaine. On espère vous voir à notre prochain FinTech Drinks 25 novembre ou sinon au certificat qui commence en janvier. Bonne soirée.